J'ai le plaisir à présent de présenter notre collègue Raphaël Schex, qui est chercheuse au CNRS et spécialisée en anthropologie génétique. Elle était formée à l'École normale supérieure et à l'Université d'Oxford. Ses recherches visent à comprendre l'influence des facteurs culturels sur la diversité génétique et épigénétique humaine. Elle a notamment coordonné le projet ANR des structures sociales aux structures génétiques, une approche génomique en Asie du Sud-Est. Elle va nous parler aussi de ces études de terrain. Sa communication portera le titre « Ancêtres mythiques, ancêtres biologiques », comment la culture façonne la diversité génétique humaine. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et merci également pour cette invitation. Je remercie chaleureusement le comité scientifique. Donc, je travaille dans l'équipe d'anthropologie génétique qui est située sur le site du Musée de l'Homme. Et comme Étienne Patin hier, j'étudie la diversité génétique des populations humaines, donc une diversité qui se situe au niveau moléculaire, au cœur même de nos cellules. Et grâce aux progrès qui ont été faits par les techniques de séquençage du génome humain, on sait qu'il existe en moyenne entre 2 génomes humains tirés au hasard au sein des populations humaines, seulement une différence toutes les 1000 bases, donc très peu de différence. 2 génomes humains se ressemblent énormément. Nous sommes une espèce très homogène sur le plan génétique. Mais puisque le génome humain fait 3 milliards de bases, cela correspond quand même à 3 millions de différences. Et notre travail à nous est de comprendre la distribution de ces différences dans les populations humaines, mais aussi de comprendre les forces évolutives qui façonnent cette diversité génétique. Hier, Étienne vous a montré que notre diversité génétique porte la trace de notre histoire démographique, depuis notre origine africaine jusqu'à aujourd'hui, et notamment de cette grande histoire de brassage, de mélange de populations. Elle porte également la trace des pressions de sélection naturelle qui se sont exercées sur les populations humaines en fonction des environnements dans lesquels elles vivent. Aujourd'hui, je vais développer un point que Étienne a effleuré hier, mais je vais vous montrer qu'il existe une 3e force évolutive qui façonne la diversité génétique des populations humaines, c'est la culture. Et pour vous démontrer cela, je vais prendre un exemple, un trait culturel particulier, qu'on appelle parfois l'organisation sociale, que les anthropologues de la parenté appellent aussi les systèmes de parenté. Et ces organisations, oui, donc je vais parler d'organisation sociale, je vais me cantonner à cette expression-là. On sait que l'organisation sociale est extrêmement variable selon les populations humaines. Une grande composante de l'organisation sociale qui varie d'une population à l'autre, c'est ce qu'on appelle la règle de filiation. Donc c'est la règle qui affilie un enfant qui vient de naître à un groupe de parenté, à une famille. En France et dans beaucoup de sociétés dites occidentales, entre guillemets, notre filiation est de type indifférencié, ce qu'on appelle aussi cognatique, c'est-à-dire que les enfants sont rattachés de manière équivalente à la famille paternelle et à la famille maternelle. Donc j'ai repris ici les symboles qui sont traditionnellement utilisés en anthropologie de la parenté pour représenter les hommes, donc des triangles, et les femmes avec des ronds. Et donc cette règle indifférenciée qui nous paraît bien naturelle puisque nous avons un père biologique et une mère biologique, en fait ce n'est pas une règle universelle au sein des populations humaines et elle ne représente en fait que 37% des populations humaines en utilisant la base de données de Murdoch qui comprend donc un échantillon de populations humaines indépendantes sur le plan phylogénétique et géographique et qui permet donc d'estimer ces proportions de traits culturels. En fait, la majorité des populations humaines sont organisées de manière unilinéaire, c'est-à-dire soit patrilinéaire, les enfants sont rattachés au clan du père, et c'est la règle majoritaire, elle concerne 40% des populations humaines, soit matrilinéaire, c'est-à-dire que les enfants appartiennent au clan de la mère, et c'est une règle relativement rare, elle concerne 14% des populations humaines. Donc une grande différence entre ces systèmes patrilinéaires, matrilinéaires d'une part et indifférenciés d'autre part, c'est que dans un cas, nous avons
des groupes de filiation qu'on appelle des clans. Il y a aussi des lignages, mais pour simplifier dans cet exposé, je vais me limiter au concept de clan. Donc il y a des groupes de parenté qui sont bien définis, et on appartient à un groupe un clan particulier, alors que dans le cas d'une filiation indifférenciée, l'enfant s'inscrit dans un réseau qui est constitué par ses familles maternelles et paternelles, donc un réseau de parenté qui a en fait des contours assez diffus, et on a un peu du mal à dire où est-ce que s'arrête notre famille. Donc c'est une grande différence entre ces systèmes. Donc voici la distribution de ces 3 types de règles de filiation à travers les populations humaines. On ne voit pas apparaître de structure géographique très claire. En revanche, on voit que des populations qui sont très éloignées géographiquement et culturellement partagent la même règle de filiation. C'est par exemple le cas de la population française, des Inuits, de chasseurs-cueilleurs en Afrique. Et à l'inverse, des populations qui appartiennent à la même sphère géographico-culturelle ont parfois des règles de filiation complètement différentes et donc des organisations sociales complètement différentes. C'est le cas, par exemple, de l'Asie du Sud-Est continentale, donc des populations que l'on rattache parfois à la même civilisation, on pourrait dire c'est des populations qui appartiennent à la civilisation du riz. Si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des organisations sociales complètement différentes. Alors, que faut-il faire de cette variabilité des organisations sociales par rapport à la question des civilisations? Est-ce qu'il faudrait utiliser ce critère pour répartir ces populations dans des civilisations différentes? Ça, c'est une question, en tant que généticienne, je ne sais pas aborder vraiment cette question, et je vous la laisse. En revanche, là où je suis compétente, c'est de comprendre comment ces variations culturelles influencent l'évolution de notre diversité génétique. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai monté un projet justement en Asie du Sud-Est, puisqu'il y a cette grande diversité d'organisations sociales, pour comprendre comment ces différentes organisations sociales influencent la diversité génétique des populations humaines. Et j'ai donc, dans ce projet, nous avons donc étudié 4 populations à filiation indifférenciée, 4 populations à filiation patrilinéaire et 4 populations à filiation matrilinéaire. Je vais développer le cas des populations à filiation matrilinéaire. Donc, nous avons étudié 4 populations, les Djarai, Tampun, Kachot et Prai. Ce sont des populations qui sont des minorités ethniques qui vivent dans des petites montagnes du Laos et du Cambodge et qui vivent principalement de riziculture sur brûlis. Elles sont donc organisées en clans matrilinéaires. Donc on appartient au clan de sa mère. Chaque clan a un nom particulier et ce nombre de clans varie selon les populations. Par exemple, il y a 8 clans chez les Djarai. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans ces populations matrilinéaires, donc, les individus qui appartiennent au même clan disent descendre d'un ancêtre commun en ligne maternelle. En général, ils ne savent pas retracer les liens généalogiques qui les unissent à leur ancêtre de clan, mais il existe un ensemble de mythes qui racontent la genèse de ces clans dans ces populations. Et ici, c'est donc le mythe de la genèse des clans pour la population de Djarai, qui est donc rapporté par Jacques Dourne, et c'est en fait une version un petit peu condensée du mythe. Donc je vous lis ce mythe. Quand la mer s'est mise à déborder, donc ça commence par un déluge, une femme enceinte s'est enfermée dans un tambour. Toute l'humanité périt sauf cette femme. La femme accouche dans le tambour. La mère et le fils se rencontrent et s'accouplent. Donc on voit qu'il y a un Oedipe. Elle accouche au pied d'un Anogessus, c'est le clan Sioux. Elle accouche sur le chemin, c'est le clan Ralan. Elle accouche contre un pied de rami, c'est le clan Rokom. Elle accouche sur un champ en jachère, c'est le clan Kosor, etc. Donc on voit que de cette Oedipe primordiale naissent les 8 clans. Par ailleurs, ces clans exercent des fonctions sociopolitiques extrêmement importantes dans ces populations. Donc, ce sont des réseaux d'entraide. Par exemple, si on voyage, on se fait héberger préférentiellement dans une famille qui appartient au même clan. Ils exercent des fonctions juridiques et politiques qui sont extrêmement importantes dans des populations qui n'ont pas de pouvoir centralisé. Ils ont une fonction matrimoniale. On se marie à l'extérieur de son clan, selon une règle qu'on appelle exogame. Donc, une femme va se marier avec un homme d'un clan différent. Une fonction spirituelle. Ils organisent des cérémonies.
Ils transmettent un patrimoine immatériel et matériel. Et ce qui a beaucoup d'importance dans ces populations en termes de patrimoine matériel, ce n'est pas tant les terres qui sont souvent exploitées de manière collective, c'est les jarres dans lesquelles on met donc, la bière de riz pour les cérémonies et les gongs qui servent également au moment des cérémonies. Donc, je résume, nous avons donc ces populations matrilinéaires organisées en clans qui exercent des fonctions sociopolitiques primordiales dans ces populations et qui se définissent en référence à un ancêtre commun en ligne maternelle, un ancêtre mythique. La première question que nous nous sommes posées en tant que généticiens, c'est est-ce que ces clans, qui sont donc des entités culturelles, sont-elles aussi des entités génétiques? Autrement dit, est-ce que les individus d'un même clan descendent effectivement en ligne maternelle d'un ancêtre commun biologique? Donc, pour répondre à cette question, nous avons mené des enquêtes interdisciplinaires. Nous avons notamment interviewé un grand nombre de familles et nous avons demandé, en général, on interviewe donc des couples, et nous avons demandé aussi bien à la femme qu'au mari quels étaient leurs clans, ainsi qu'un certain nombre d'autres informations ethnodémographiques que je ne détaille pas. Quand ils étaient consentants, nous avons fait également un prélèvement de salive, ce qui nous a permis d'extraire l'ADN, de le séquencer. Et nous avons particulièrement porté attention à ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial, car c'est un ADN qui est transmis par la mère. Donc c'est un ADN circulaire qui se trouve non pas dans le noyau, comme le reste de notre ADN, mais qui se trouve dans les mitochondries, qui sont donc des organites qui fabriquent l'énergie de la cellule. Et donc cet ADN mitochondrial est transmis par la mère. Étant donné que notre question est de savoir si les individus d'un même clan matrilinéaire sont reliés en ligne maternelle, cet ADN mitochondrial est tout désigné. Si nous étions dans le cas d'un clan patrilinéaire, nous serions intéressés au chromosome Y, puisque celui-ci est transmis par le père. Les résultats dans ces populations donc matrilinéaires d'Asie du Sud-Est montrent que, oui, en général, les individus d'un même clan portent un ADN mitochondrial qui se ressemble beaucoup et qui montre qu'ils descendent en effet d'un ancêtre commun en ligne biologique, en ligne maternelle, d'un ancêtre commun biologique en ligne maternelle. Donc les individus d'un même clan sont bien apparentés génétiquement en ligne maternelle. Nous avions également fait ce travail dans une région du monde qui est une grande région de la patrilinéarité, c'est donc l'Asie centrale, donc une région qui est donc à l'est de la mer Caspienne, à l'ouest de la Chine, et où vivent de nombreuses populations qui sont des populations nomades pastorales de langue altaïque, qu'on appelle les Kazakhs, enfin qui s'appellent les Kazakhs, les Ouzbeks, les Karakalpaks et les Turkmènes. Cette fois-ci, ces populations sont donc organisées en clans patrilinéaires. Alors, pour être tout à fait exact, c'est une patrilinéarité qu'on appelle segmentaire. Il y a en fait différents niveaux de groupes de filiation. Il y a des lignages mineurs, majeurs, des clans, des tribus. Je ne rentre pas dans tous ces niveaux. Je vais me limiter au niveau du clan. Ce sont donc des clans patrilinéaires. On appartient donc au clan de son père. Et dans ces populations, les individus d'un même clan disent descendre d'un ancêtre commun en ligne paternelle. Ils sont, dans cette région du monde, particulièrement passionnés par ces questions de généalogie. Et souvent, les hommes ont dans leur poche un petit carnet avec leur généalogie sur un grand nombre de générations. Il arrive aussi, comme ici dans un village du Kirghizistan, que les généalogies de clans soient affichées dans le village. Donc c'est pour dire combien la généalogie est vraiment un sport national qui passionne les individus dans ces populations. Donc nous nous sommes posé la même question, est-ce que les individus d'un même clan descendent en effet d'un ancêtre commun biologique en ligne paternelle, et en étudiant le chromosome Y cette fois-ci, puisqu'il est transmis par le père, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, généralement, au sein d'un clan, les individus portent un chromosome Y qui est similaire en général et qui montre qu'effectivement, les individus d'un même clan descendent d'un ancêtre commun en ligne paternelle, d'un ancêtre biologique. Donc ils sont apparentés génétiquement en ligne paternelle. Donc les résultats de ces deux études sur ces clans matrilinéaires d'Asie du Sud-Est et sur ces clans patrilinéaires d'Asie centrale montrent qu'en général, les individus d'un même clan descendent soit en ligne maternelle dans le cas d'un clan matrilinéaire, soit en ligne paternelle dans le cas d'un clan patrilinéaire, d'un ancêtre commun
biologiques. Alors, je ne suis pas en train de généraliser. Nous avons également observé le cas de clans qui regroupent des hommes, par exemple, qui n'ont pas de chromosome Y en commun. Cela montre que dans certains cas, les clans sont faits d'hommes d'origines diverses qui se sont réunis et qui se sont inventés un ancêtre commun mythique, probablement pour unifier le clan. Et notamment, on sait qu'en Asie centrale, ces généalogies que je vous ai montrées sont souvent remaniées. On peut faire apparaître un ancêtre, ce qui permet de créer un lien de parenté symbolique et d'unifier le clan. Et pour nous, généticiens, ces cas de groupes de parenté, donc de clans qui sont faits de liens de parenté symboliques, qui vont avoir donc la même fonction sociale que des liens de parenté biologiques, nous fascinent et voilà, sont extrêmement intéressants. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que malgré tout, dans la majorité des cas, on voit qu'on retrouve un apparentement génétique au sein des clans, ce qui montre que ces clans matrilinéaires, patrilinéaires, dans la majorité des cas, laissent une signature dans la diversité génétique. Dès lors, une possibilité s'ouvre qui est d'utiliser ces signatures laissées dans la diversité génétique pour inférer, c'est-à-dire deviner en quelque sorte, l'organisation sociale de populations pour lesquelles nous ne connaissons pas l'organisation sociale et notamment la règle de filiation. C'est particulièrement intéressant pour les populations humaines du passé. Je reviendrai sur ce point-là à la fin de mon exposé. Avant cela, je voudrais continuer et vous montrer comment d'autres composantes de l'organisation sociale laissent également une signature dans la diversité génétique humaine. C'est notamment le cas de la règle d'alliance qui détermine avec qui on peut ou on ne peut pas se marier, et de la règle de résidence qui détermine à quel endroit est-ce que l'on s'installe avec son conjoint. Alors, je vais commencer par la règle de résidence, bien que ce ne soit pas l'ordre chronologique dans lequel les choses se font, puisque vous allez voir que c'est une règle qui vient à nouveau façonner la diversité de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y dont nous venons de parler. Donc, cette règle de résidence, en France, on s'installe un petit peu où on a envie de s'installer avec son conjoint. En général, c'est à distance du lieu d'habitation de ses parents, à la fois des parents de la femme et du mari. C'est une résidence que l'on appelle néolocale, voilà, dans un lieu nouveau par rapport à celui de ses parents respectifs. Mais cette règle néolocale, encore une fois, elle n'est pas du tout majoritaire, elle ne représente que 5% des populations humaines. Dans la plupart des populations humaines, la résidence est beaucoup plus contrainte et elle est généralement de type patrilocal, c'est-à-dire que la femme suit son mari au moment du mariage. Si son mari vient d'un village différent d'elle, elle va migrer de son village natal vers le village de son mari pour aller vivre avec son mari ou chez les parents de son mari. Et c'est donc 64%, ça représente 64% des populations humaines. Ou bien elle peut être matrilocale, c'est un cas plus rare et ça représente 20% des populations humaines. Donc dans ce cas-là, c'est le mari qui va suivre sa femme. Puisqu'il y a dans ces populations patrilocales et matrilocales des flux migratoires d'hommes et de femmes qui sont différents. Dans un cas, c'est les femmes qui circulent surtout d'un village à l'autre, et dans le cas matrilocal, ce sont les hommes. On peut s'attendre à ce que cela mène à des diversités mitochondriales et du chromosome Y différentes dans ces deux configurations. Et c'est effectivement ce que nous avons observé et ce qui avait été observé préalablement dans les populations de Thaïlande, à savoir que puisque les femmes migrent davantage dans un système patrilocal, cela mène à un plus grand brassage d'ADN mitochondriaux et donc à une plus grande diversité d'ADN mitochondrial dans les villages que dans le cas d'un système matrilocal où les femmes restent dans leur village natal en général. À l'inverse, si on s'intéresse au chromosome Y, on peut s'attendre à ce que ce soit le pattern inverse, et c'est effectivement ce qui a été observé, c'est-à-dire que dans les systèmes matrilocaux où les hommes circulent au moment des unions d'un village à l'autre, il y a un plus grand brassage de chromosomes Y et donc une plus grande diversité de chromosomes Y dans les villages que dans les systèmes patrilocaux où les hommes restent dans leur village natal en général. Donc on voit à nouveau ici que ces règles de résidence laissent des signatures claires dans la diversité génétique des populations humaines.
Je continue, je passe à la règle d'alliance. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la complexité de ces règles d'alliance qui sont effectivement extrêmement complexes et variables selon les populations humaines. Je vais juste attirer votre attention sur le pourcentage de mariages consanguins qui varie beaucoup selon les populations humaines, et notamment dans des populations africaines du Moyen-Orient, du Pakistan, on retrouve une plus forte proportion de mariages consanguins. C'est en général des mariages entre un homme et la fille du frère de son père, donc un mariage parallèle patrilatéral. Et puisque ce mariage représente environ 30 à 40% des unions, c'est un mariage qui est préférentiel. Si nous estimons la consanguinité génétique, donc ici c'est une mesure qui est faite sur l'ensemble du génome humain avec des centaines de milliers, voire de millions de marqueurs génétiques, nous observons, ce sont les observations d'Anne-Louise Lothenegger, que effectivement au Moyen-Orient et dans les populations en beige, ces populations ici du Pakistan, il y a effectivement une consanguinité génétique plus élevée que dans d'autres populations du monde qui n'ont pas cette préférence pour un mariage consanguin. Il existe également une différence de consanguinité entre les populations matrilinéaires et patrilinéaires. Ça, c'est quelque chose donc, que nous avons mis en évidence en Asie du Sud-Est, et à vrai dire que nous n'avions pas anticipé, puisque, comme je vous disais, dans ces populations, on se marie à l'extérieur de son clan ou de son lignage, donc des mariages exogames, et a priori, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des niveaux de consanguinité équivalents et pas très élevés dans ces populations. Mais en fait, ce n'est pas le cas pour une raison simple que nous avions oubliée, qui est que dans ces deux configurations, qu'elles soient matrilinéaires ou patrilinéaires, ce sont les hommes qui ont le pouvoir dans la sphère sociopolitique. Autrement dit, alors que nous pensions, en allant étudier ces populations matrilinéaires d'Asie du Sud-Est, aller à la rencontre de populations matriarcales, ce n'était pas du tout le cas. Nous nous sommes rendus compte dès notre arrivée, nous avons fait une mission de reconnaissance, et dès notre arrivée dans un village Djaraï, donc je vous rappelle, les Djaraï, c'est des populations organisées en clans matrilinéaires avec une résidence matrilocale, le mari vient vivre chez sa femme, une matronymie, les enfants portent le nom de leur mère, donc vraiment l'archétype de ce qu'on pourrait s'attendre à être une société matriarcale. Dès notre arrivée, nous avons la chance d'assister à un sacrifice de buffle, donc devant la maison du village. Et une fois le buffle mis à mort, ce sont les hommes qui ont découpé, cuisiné, mangé ce buffle longuement, pendant que les femmes attendaient de moins en moins contentes d'attendre, avec leur petit bol devant elles, elles attendaient pour pouvoir enfin aller se nourrir. Et finalement, alors je ne peux pas vous dire combien de temps ça a duré, mais à moi ça m'a paru être un temps infini, peut-être 2 heures, que les hommes aient fini pour pouvoir aller finalement, elles aussi, manger ce buffle. Donc ça a été une sorte de déception pour nous, évidemment, déception que nous aurions évité si nous avions lu Jacques Dourne, qui, pendant 30 ans, a étudié les Djaraï et qui avait écrit « En Djaraï, matriarcat est impensable ». Et dans son livre, d'ailleurs magnifique, que je vous recommande, il explique qu'on a l'impression que ce système donc matrilinéaire, matrilocal, avec matronymie, a été imaginé, inventé par les hommes pour laisser croire aux femmes qu'elles sont à la base de la structure, mais en fait décider de tout entre eux et garder le pouvoir dans la sphère sociopolitique pour eux. Alors je parle bien de la sphère sociopolitique et pas de la sphère domestique où les femmes peuvent tout à fait avoir leur mot à dire. Et je voulais aussi dire que ce cas des Djaraï ne semble pas être une exception au sein des populations matrilinéaires. Si on s'en tient aux travaux qui ont été faits par les anthropologues de la parenté sur la question, il existe quelques populations matrilinéaires où les pouvoirs des hommes et des femmes dans la sphère sociopolitique s'équilibrent, mais c'est des cas assez rares. Et en général, les femmes ont certes le pouvoir dans la sphère domestique, mais dans la sphère sociopolitique, ce sont les hommes. De ce fait-là, les populations matrilinéaires, donc il y a une particularité, c'est que bien que ce soit la mère qui transmette à ses enfants son affiliation de clan, ce n'est pas elle qui a vraiment la gestion des affaires de ce clan, c'est son frère, l'oncle maternel, et c'est lui qui va donc s'occuper généralement des affaires politiques de ce clan, qui va par exemple aussi souvent être impliqué dans les unions de ses neveux, de ses nièces. Et donc cet oncle maternel, s'il se marie avec une femme qui vient d'un autre village, selon la règle matrilocale qui est en vigueur dans ces populations, il va devoir aller vivre chez sa femme, ce qui va compliquer son double rôle de mari et de frère et oncle maternel. Et donc ces populations humaines, généralement,
se marient de manière plus endogame sur le plan géographique, de manière à ce que justement les hommes puissent assurer ce double rôle d'oncle maternel et de mari. Et quand les unions sont plus endogames sur le plan, en termes géographiques, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une plus forte consanguinité génétique. Et c'est effectivement ce que nous avons mis en évidence dans ces populations d'Asie du Sud-Est matrilinéaires par comparaison aux populations patrilinéaires. Donc c'est la première fois que cette différence est mise en évidence d'un point de vue génétique. Il y a eu de nombreux travaux des anthropologues de la parenté qui avaient noté qu'il y avait une plus forte endogamie des populations matrilinéaires. Mais justement, puisqu'il y a eu tant d'observations par les anthropologues du fait que les populations matrilinéaires sont plus endogames sur le plan géographique, on pense que on devrait retrouver ce résultat dans d'autres sphères géographico-culturelles, et c'est à nouveau donc une signature laissée par l'organisation sociale dans la diversité génétique des populations humaines. Donc j'en arrive à ma conclusion. On voit que l'organisation sociale façonne la diversité génétique humaine. Ces règles de filiation, de résidence et d'alliance laissent des signatures génétiques dans la diversité des populations humaines, au niveau de l'ADN mitochondrial, au niveau du chromosome Y, mais aussi sur l'ensemble du génome humain, notamment en termes de consanguinité génétique. Dès lors, comme je vous le disais, on peut utiliser ces signatures génétiques pour mieux connaître ces organisations sociales. On peut le faire à partir de l'ADN moderne, comme nous l'avons fait ici, ce qui nous permet de mieux connaître la dynamique actuelle de ces organisations sociales. Par exemple, voir si les règles de filiation, d'alliance de résidence sont bien suivies, voir si les clans sont plutôt faits de liens de parenté biologiques ou symboliques. On peut répondre à ce genre de questions. Mais il devient aussi très intéressant de le faire à partir de l'ADN ancien, puisque grâce aux progrès qui ont été faits par les techniques de séquençage, on peut désormais extraire de l'ADN de squelettes issus de sépultures anciennes qui ont quelques centaines, quelques milliers d'années, et finalement rechercher ces signatures génétiques pour essayer d'inférer quelles étaient leurs organisations sociales, parce que souvent on ne sait pas quelles étaient leurs organisations sociales, et ainsi, petit à petit, étudier les modifications à travers le temps de ces pratiques de filiation, de résidence et d'alliance. Donc ici, bien sûr, il ne s'agit pas de s'inscrire dans la pensée évolutionniste de Lewis Morgan. Donc je vous rappelle que Lewis Morgan, c'est un des pères fondateurs de l'anthropologie de la parenté. C'est certainement le premier qui a mis en évidence la grande diversité de systèmes de parenté et de terminologie de parenté dans les populations humaines. Mais de manière un peu regrettable, il avait aussi proposé cette séquence évolutionniste selon laquelle l'humanité, à mesure qu'elle passait de la sauvagerie à la barbarie et de la barbarie à la civilisation, faisait également des progrès en termes d'organisation sociale, le summum de cette évolution étant la famille monogame nucléaire de l'Occident, et les organisations sociales qu'il avait étudiées dans des sociétés entre guillemets exotiques, comme par exemple les Iroquois matrilinéaires ou les Hawaïens qu'il avait à tort interprétés comme étant un système avec beaucoup de promiscuité, donc très primitif. Ces organisations sociales-là étaient les vestiges passés de cette évolution des organisations sociales. Ici, l'idée, bien sûr, est de remettre toutes ces populations sur le même plan et d'utiliser l'outil génétique pour comprendre comment s'est mise en place cette grande diversité culturelle. Et par exemple, une question à laquelle nous aimerions répondre, c'est depuis quand est-ce qu'il y a une prédominance des systèmes patrilinéaires, patrilocaux au sein des populations humaines? Est-ce que les systèmes matrilinéaires ont toujours été minoritaires ou est-ce qu'il y a eu un âge d'or des systèmes matrilinéaires? Alors, ici, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que raconte la génétique par rapport à cette grande histoire des organisations sociales, parce que c'est un domaine qui est émergent, il y a encore peu d'études, et je vais juste prendre 2 exemples dans la littérature, de manière à illustrer de manière pédagogique comment on peut procéder pour inférer à partir des données d'ADN l'organisation sociale de populations du passé. Donc, je vais prendre un exemple d'une étude à laquelle je n'ai pas participé, qui s'est intéressée au site, donc ce qu'on pourrait appeler la civilisation des steppes de l'âge du fer, donc des populations qui avaient pour coutume d'enterrer leurs morts dans des kurganes et dans des chambres funéraires collectives. Ce qui a été mis en évidence, c'est qu'au sein d'une même chambre funéraire, on voit qu'il existe un chromosome Y très apparenté.
ce qui suggère une filiation patrilinéaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour les clans patrilinéaires d'Asie centrale. En revanche, ce n'est pas le cas pour l'ADN mitochondrial. Et si on prend l'ensemble des sites funéraires, on voit qu'il y a plus de diversité pour l'ADN mitochondrial que pour le chromosome Y, ce qui est une signature, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'une résidence de type patrilocale. Donc voilà comment, à partir des données génétiques, on peut inférer, remonter dans le passé et venir inférer l'organisation sociale des populations humaines du passé. On peut même remonter beaucoup plus loin dans le passé, vous en avez certainement entendu parler, puisque maintenant, grâce à une révolution méthodologique, on peut même séquencer l'ADN d'individus qui ont des dizaines de milliers d'années. Et cela a été fait notamment pour des Homo sapiens du Paléolithique supérieur, donc des populations organisées des populations de chasseurs-cueilleurs. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que la consanguinité génétique dans ces populations est assez limitée. Elle est un peu comparable à ce qu'on a dans les populations de chasseurs-cueilleurs actuelles. Donc ça, finalement, ça questionne un modèle qui nous a souvent été enseigné, qui était que les premiers chasseurs-cueilleurs Homo sapiens du Paléolithique supérieur étaient organisés en bandes très consanguines. Il semble que ça n'ait pas été le cas, et c'est un résultat qui est intéressant, notamment par rapport au modèle d'évolution culturelle cumulative dont on parlait hier. En revanche, les Néandertaliens, les Denisoviens, donc nos cousins, montrent une consanguinité génétique qui est plus forte et avec des profils de consanguinité qui varient beaucoup, notamment selon les Denisoviens, ce qui montre que non seulement il y aurait eu des organisations sociales différentes entre Homo sapiens et ses cousins néandertaliens denisoviens, mais aussi peut-être au sein de ces populations et peut-être au sein des Néandertaliens. Pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que ces travaux sur l'organisation sociale contribuent à un champ d'études qui est grandissant et qui montre que la diversité culturelle des populations humaines façonne leur diversité génétique. C'est vrai pour l'organisation sociale, comme nous l'avons vu. C'est vrai aussi pour les variations linguistiques. Dans les régions du monde où on a des barrières linguistiques, il arrive aussi que cela engendre des barrières génétiques importantes. C'est vrai aussi pour l'alimentation, on en a parlé aussi, les populations humaines domestiquent des espèces animales et végétales et développent des pratiques culinaires qui leur sont propres et elles s'adaptent génétiquement à cette alimentation. Le plus bel exemple, c'est l'exemple évidemment de la digestion du lait à l'âge adulte, notamment en Europe du Nord, mais aussi dans d'autres populations pastorales. Enfin, d'autres populations qui boivent du lait frais. Et on sait que les populations européennes se sont adaptées pour pouvoir digérer le lait grâce à une mutation génétique dans le gène de la lactase. Et il existe d'autres travaux qui montrent que nous avons d'autres adaptations génétiques, notamment pour digérer les céréales que nous avons commencé à manger au moment de la transition néolithique. Donc on voit que tous ces traits culturels qui finalement participent à la richesse de nos populations humaines, de nos civilisations au pluriel, on pourrait dire, façonnent notre diversité génétique humaine. C'est mon dernier mot. Et je voudrais vous remercier pour votre attention, remercier bien sûr les populations que mes collaborateurs qui de près ou de loin ont participé à ce projet, soit en étant vraiment acteurs avec nous, des personnes avec qui on a eu des échanges scientifiques très fructueux, et également donc les agences de financement, particulièrement l'ANR. Merci beaucoup.